time! Five rounds for the undisputed UFC Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, renommé aujourd'hui Pros Combat Club, pour la simple et bonne raison que je suis accompagné d'une personne quelque peu impressionnante, mais pas pour les mêmes raisons que d'habitude. Docteur en philosophie, enseignante et conférencière, écrivaine, peinture noire deuxième dan en Aikido, 1-0 en kickboxing. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Coralie Camilli, et soyez la bienvenue et merci beaucoup de partager un peu de votre temps pour MMA Club. Comment ça va? Très bien, merci de l'invitation, je suis très contente d'être ici. Ouais, merci de la cool. présentation aussi, plutôt Ouais, élogieuse, merci beaucoup. C'était bon ou pas? Parfait, Ah, rien c'est à top, redire. c'est top. Ah, parfait. C'est cool. Bon bah donc je vais vous poser des questions. Donc je vais commencer par la vie perso. Docteur en philosophie, c'est former ceux qui forment en université. C'est ça, être capable de créer une œuvre philosophique qui va faire avancer la cause, entre guillemets, et faire évoluer la formation en elle-même. Est-ce que vous me confirmez tout ça? Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez eu 20 sur 20 aux épreuves de philo du bac? Oui, j'ai bien eu 20 sur 20 au baccalauréat en Incroyable. philo. Et oui, je suis bien docteur en philosophie et j'ai été aussi qualifiée comme maître de conférence en philosophie. Et j'ai publié 6 ouvrages. Alors, ma thématique de recherche initiale, celle qui était celle de mon doctorat, c'était la philosophie juive. Et puis ensuite, quand j'ai commencé la pratique des arts martiaux, j'ai publié et j'ai travaillé dans mes travaux de recherche en philosophie sur la philosophie des arts martiaux. Et d'où mes 2 petits derniers ouvrages, dont le tout dernier publié au PUF aux presses universitaires de France, L'art du combat. Voilà, où je me suis beaucoup inspirée de la pratique de l'aïkido, qu'effectivement j'ai pratiqué en France avec le grand maître Christian Tissier, mais aussi au Japon. Et voilà, pour le petit Ok. résumé. Ok. Et le truc de moyenne de philo, c'est incroyable. La moyenne en 2021, c'était 14,5. C'est Ouais. c'est un peu ouf. En tout cas, tout ce parcours, c'est assez impressionnant. Un petit peu comme ça, rien à voir. C'est dans quelles circonstances, avec tout ça mis sur la table, toute votre vie, c'est dans quelles circonstances que vous vous sentez la plus heureuse et la plus vivante? Ah, en quelles circonstances quand on arrive au point où il y a une idée en philosophie qui jaillit, où on est en pleine adéquation entre ce qu'on veut penser et ce qu'on arrive à penser, c'est l'idée parfaite. Et puis quand on le fait aussi avec le geste dans les arts martiaux, quand on arrive au geste parfait, quand on est passé par un certain nombre de répétitions et puis qu'on arrive à réaliser quelque chose à la perfection, et ben là on est heureux et vivant. Ouais. Alors la perfection, tout de suite je corrige, c'est pas quelque chose qui est visuellement beau. J'entends par perfection quelque chose de très leibnizien, qui provient de Leibniz, grand philosophe du XVIIe. La perfection, c'est le principe d'économie, c'est-à-dire ce qui nécessite le moins grand nombre de causes pour le plus grand nombre d'effets. Donc c'est quand on arrive à ce principe d'économie où quelque chose est parfait, soit une pensée parfaite, soit un geste parfait. D'accord. Et quand, Yes. voilà, ça arrive très peu souvent, mais quand on s'en approche, là c'est une D'accord. forme de bonheur, c'est clair. D'accord, ok. Donc ça, c'est en rapport avec votre travail ou vos études. Mais dans votre être, dans votre vie, est-ce que c'est exactement la même chose? Ah oui, j'appliquerais ce principe de perfection au sens de principe d'économie à peu près tout. Ça vaut pour la pensée, et quand la pensée est parfaite, c'est-à-dire quand elle est absolument raccourcie et quand tous les trucs inutiles autour ont disparu. Ça vaut pour la pratique martiale quand tous les gestes parasites ont disparu et qu'on en arrive au geste parfait. Ça vaut pour les relations avec la famille, quand on est juste sur l'essentiel et puis que tous les trucs parasites autour ne sont plus là. Ça vaut pour les petits moments de vie quotidienne où on est sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le plus parfait. Le plus parfait, c'est le plus essentiel, et le plus essentiel, c'est le plus simple. D'accord. Et quels sont vos fondements et vos certitudes? C'est une question très très philosophique pour le coup. Pardon? C'est une question très philosophique là pour le coup. J'étais pas préparée. Les fondements, c'est-à-dire les principes de base de
de la De, vie, de l'action, de de choses. votre personne, en fait, de votre Hum, construction de vie, tout simplement, par exemple. Par exemple, une phrase que j'ai lue quand j'étais adolescente, je préparais le baccalauréat, mais je lisais aussi beaucoup par plaisir. Une phrase que j'ai trouvée chez André Gide. Euh, Ne fais jamais quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire aussi bien que toi. Juste si quelqu'un d'autre peut le faire aussi bien, ne le fais pas. Fais uniquement ce que tu peux faire toi de manière très, très spécifique. Voilà, ça a été un principe de vie que j'ai adopté tout de suite. D'accord? Euh, D'autres petites phrases qu'on trouve, qui est une petite phrase d'un grand fondement qu'on trouve chez Nietzsche. Ce n'est pas par une seule échelle qu'on monte à sa propre hauteur. Donc, multiplier les chemins de vie et puis multiplier le foisonnement des capacités dont, dont on est porteur, que ce soit des capacités intellectuelles ou des capacités physiques. Voilà, ça, je pense que ce sont les deux fondements D'accord. qui ont été là dès la construction de tout ce que j'ai voulu D'accord. faire un petit peu. À mon petit niveau, j'ai entendu une notion de plaisir en début de phrase. Mhm. Et d'ailleurs, une notion de plaisir que vous abordez pas souvent, j'ai l'impression, dans vos interactions publiques. Il m'a semblé Ouais. qu'à un moment, j'ai même entendu que le plaisir, c'était pas une priorité. Et la deuxième chose que je comprends dans ce que vous dites, c'est que, en fait, votre ego, il passe au second plan. Si j'ai bien compris ce que vous essayez de dire, que vous venez d'essayer de dire. Oui, l'ego va avec le plaisir, donc ce que vous dites est tout à fait cohérent, et c'est Ok. vrai que je l'évoque très peu parce que, euh, pour moi en tout cas, hein, de manière très personnelle, hein, le plaisir n'a jamais été le critère de l'action. D'accord. Sinon, je serais restée par plaisir en Corse sur la plage de Calvi, voilà, plus longtemps que la D'accord. tête plongée dans les bouquins ou enfin, tout ce que j'ai fait, que ça soit pour étudier la tradition juive, où je suis partie en Israël, où j'ai appris Ouais. l'hébreu, ou bien apprendre les arts martiaux, où je suis partie au Japon, où j'ai travaillé avec les Japonais, ou bien aller jusqu'au doctorat de philosophie, ce qui nécessite la rédaction d'une thèse de doctorat, enfin bref, des années d'écriture. Évidemment, c'est pas le plaisir le critère. C'est Ok. plutôt le sacrifice, l'exigence, l'abnégation. Et ce qu'il y a au bout, c'est la satisfaction de l'accomplissement et de l'autodépassement plutôt que le plaisir. D'accord. Je fais une grosse distinction conceptuelle là-dessus. Ok. Et si je peux me permettre, peut-être si je me trompe complètement, mais Non. pour avoir 20 sur 20 en philo, il y a quand même une sacrée notion de plaisir, non? Parce qu'on s'inflige pas, enfin, infliger c'est un grand mot, mais pour avoir 20 sur 20, il faut avoir bûché. Ou alors c'est vraiment que c'était facile, entre guillemets, non? Il y a quand même une notion de plaisir forte, non? D'aimer ça. Il y a, il y a le fait d'aimer ça. C'est pas Ok, forcément ok. prendre du plaisir. Je trouve la notion en fait un peu légère. Je crois que le Je plaisir comprends. va avec une forme d'insouciance, quelque chose comme ça, que moi profondément je n'ai pas. En revanche, aimer quelque chose à 1000%, et quand je dis à 1000%, faut l'entendre de manière très, très naturelle. C'est-à-dire que bien sûr que ça nécessite sacrifice, exigence, euh, se plonger entièrement dans ce qu'on est en train de faire, mettre de côté tout le reste, fonctionner avec des œillères, mais aussi de manière très naturelle au sens où quand une fleur est une fleur, elle l'est à 1000%. Elle se soucie pas de ce qu'il y a à côté ou des conséquences. Quand une étoile très lointaine dans une galaxie explose en supernovae, elle se demande pas quelles vont être les conséquences à côté. Elle est juste à 1000% ce qu'elle est. Et ça, je pense que c'est la meilleure définition de l'amour, c'est-à-dire l'autoréalisation de soi de manière pleine et entière. Et bien sûr que ça nécessite d'aller au fond des choses et puis peut-être d'éclabousser un petit peu ce qu'il y a autour. Mais en tout cas, je pense qu'on fait pas ça par plaisir, on fait ça par entièreté. Ok, je comprends. Je comprends. Un petit virage, un gros virage même. Juste une simple petite. J'ai entendu ça. Est-ce que Jérôme Le Banner a vraiment demandé à votre papa l'autorisation de vous épouser et votre papa a vraiment donné son aval en lui offrant un couteau? Bien sûr. Ça, c'est une. Oui, C'est. oui, oui. On est, moi, je viens de Corse. C'est vrai que j'ai été élevée encore dans des principes un petit peu traditionnels concernant ces choses-là. Et puis, Jérôme qui voulait bien faire les choses, il s'est facilement adapté à la situation. Il Ouais, a été voir mon père à l'ancienne, demander ma main à l'ancienne, et mon père à l'ancienne a donné un petit couteau corse, voilà. c'est magnifique. Une grande valeur symbolique. Et puis voilà, oui, non, on essaie de faire Ok. les choses C'est magnifique, bien. c'est magnifique. Et je peux me permettre, du coup, c'est quand le mariage? Ah, on n'a pas encore de date Ouais, fixée ok, avec tout ce qu'il y a eu cette année. On ouais, a fait Bercy, là il y a les ok, combats.
Et puis on aimerait le faire aussi en Corse, mais bon, à la synagogue, puisque je suis de confession juive, donc tout ça, ça D'accord. s'organise bien comme il faut. Et voilà, on n'est pas du tout fixé sur la date. Ok, On est fixé sur l'idée. Voilà. ok, ça roule. Ça roule. On va parler un petit peu maintenant de sport de combat et puis état d'esprit qui va avec. Donc vous sortez d'un premier combat en kickboxing, au King of Siam, Ouais. en Belgique. Ouais. Tout simplement, racontez-moi votre expérience. Alors, ça a été très vite parce que je me suis mise à la pratique de la boxe quand j'ai rencontré Jérôme. J'avais déjà frappé très légèrement au sac, un petit peu en Corse pendant les vacances d'été et puis au Japon, mais c'était pas du tout intensif comme préparation, puis c'était pas du tout en vue d'un combat. Et puis quand j'ai rencontré Jérôme, donc il y a un an, on s'y est mis de manière très naturelle. Voilà, lui s'entraîne à la maison tous les jours, moi j'allais, je le suivais, et puis bon, il m'a fait frapper, et puis très vite c'est devenu très sérieux, c'était des entraînements tous les jours. Et puis parallèlement à ça, on allait pratiquer aussi dans des clubs où lui il a commencé. Donc au Havre, chez René Paulet, à Émergence avec Majid Nassa, puis aussi à Paris, au club du Maccabi, chez Jean-Charles Skarbowski. Enfin bref, on a fait un petit peu le tour des salles. Et puis souvent, les profs nous disaient, Coralie, elle frappe fort, il faut la faire combattre. Alors, bon, lui, il me dit, tu veux pas, comme je fais les choses à 1000%, go, on y va. Ouais. Et tout s'est enchaîné très vite. Voilà, on a eu cette date du 15 mai. Ça s'est très bien passé. J'ai gagné. Alors là, pour le coup, c'était une vraie jouissance que de monter sur le ring et d'être immergé complètement. Enfin voilà, les deux pieds dedans. Voilà, puis pas rester juste au vestiaire ou dans les entraînements. Mais il faut dire qu'on a quand même pris la chose très au sérieux et que Jérôme m'a très très bien préparé. Hein. On n'a pas rigolé durant les. Ok. Et puis sur le jour même, la peser. Alors on a eu du mal à trouver un adversaire qui soit à mon gabarit parce qu'on est à moins de 42 kilos, donc voilà, c'est des tout petits gabarits. D'ailleurs avec Jérôme, on est aux deux extrêmes. Hein. Lui, il est plus de limite de poids tellement c'est poids lourd, Ouais. et puis moi je suis petite crevette à côté. Donc voilà, mais ceci étant, ce qui était beau, c'est le principe de transmission, c'est-à-dire que avoir la chance de pouvoir s'entraîner avec lui tous les jours, de voir comment il peut décortiquer les choses, de voir ce qu'il fait naturellement et ce qui n'est pas encore de l'ordre de la transmission, parce qu'il l'a tellement fait naturellement qu'il décortique pas encore le principe. Par exemple, les différentes gardes, les esquives, toute la partie défensive qu'on a dû travailler un petit peu plus à deux, voilà, parce qu'il l'avait jamais, il l'avait toujours fait, mais bon, il l'avait jamais enseigné. Donc voilà, c'est des choses qui se décortiquent à deux. C'est vraiment un travail à deux. Et puis la satisfaction de le voir content quand je remporte la victoire, ça c'est très beau aussi à vivre, quoi. Voilà. Félicitations, hein, encore une fois. Merci. C'est cool. Est-ce que combattre en kickboxing, ça a changé votre approche philosophique du combat? Ah tout à fait. Moi, je sortais quand même de la pratique de l'aïkido. L'aïkido, c'est bien sûr un art martial au sens où il y a des katas, il y a la question de l'efficacité, il y a la question de la beauté du geste. Mais par contre, c'est un art défensif qui est non compétitif. Il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire que tous les gabarits pratiquent avec tous les gabarits, les gradés avec les moins gradés. Il y a des passages de grade pour obtenir par exemple la ceinture noire, les dan, etc. Mais il n'y a pas de compétition. Donc on a plus affaire à des partenaires. Et là en boxe, c'est carrément des adversaires. C'est-à-dire que on va pas essayer de préserver l'autre et c'est pas un coup moi qui fais la technique, un coup toi. Il y a quand même dans l'aïkido cette idée de préserver le partenaire, de le laisser faire la technique et de s'arrêter là où commence la sensation, mais là où on ne va pas jusqu'à la douleur. Voilà. En boxe, non, il faut continuer. Donc c'était un changement de paradigme assez important. Bien sûr au niveau du corps, parce qu'on utilise les coups de jambe, ce qui n'est pas le cas en aïkido, mais surtout un changement au niveau du paradigme de l'idée qu'on se fait de l'art martial. On ne doit pas épargner l'autre et puis on n'a pas affaire à un partenaire de pratique, mais à un adversaire. D'accord. J'allais en parler justement, mais du coup, j'ai pas eu besoin de la différence entre un partenaire et un adversaire. C'est bien. Du coup, vous entraînez donc depuis à peu près 1 an en pied-point. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous vous êtes retrouvé le plus dans l'inconfort d'une nouvelle discipline? Donc, je parle bien du soir de la journée du combat. Moi, mon stress, c'était plutôt la pesée. Hein. J'avais peur du poids, de la limite de poids, de peut-être avoir trop mangé ou de dépasser les 42 kilos. Alors, pas du tout, j'étais à 40. Mais c'était
c'était tout le contexte du truc médical avant de monter sur le ring, moi, qui me stressait d'accord. plus. Ok. Plus que le combat en lui-même. On l'avait tellement répété avec Jérôme, et puis quand on a Jérôme en face qui nous donne des Ouais. points et qu'on doit lui mettre le droit de gauche, bon, on est déjà passé par la douleur, on est déjà passé par le chaos, on est déjà passé par la répétition à 1000% des formes, donc on sait bien que ce qui va rester le jour même, bah, c'est ce que le corps a ancré. Voilà, D'accord. c'est comme le baccalauréat, c'est plus le moment de réviser. Je Voilà, comprends. faut y aller. Et puis D'accord. ce qui joue, c'est la volonté, la détermination, le fait d'être dedans, voilà, et puis là pour le coup de laisser la conscience un petit peu de côté, de pas trop réfléchir, et plutôt d'être sur la réactivité, quoi. D'accord. J'abordais pas forcément ça du côté des points qui ont été stressants ou des peurs ou négatifs, hein. C'était aussi peut-être quelque chose Ouais. du coup, une nouvelle sensation ou quelque chose de. C'était aussi dans ce sens-là la question. Ça aurait pu être, Ah ça aurait oui, pu être aussi quelque chose de très positif. je retiendrai deux sensations. Déjà quand même la jouissance quand on envoie Hmm. l'adversaire au tapis en Ouais. changeant de garde vite fait, puis en mettant une droite qui l'a fait basculer par terre. Donc là, on se dit, putain, je suis le maître du monde. Enfin, c'est Ouais. con, c'est un petit combat, c'est un ring, mais il y a quand même une sensation de puissance qui est assez incroyable. Ouais. Et puis la deuxième sensation, c'est la temporalité qui se décompose de manière très différente suivant les rounds. Le round 1, il passe très vite. On n'a pas le temps de montrer tout le bagage technique Ouais. qu'on a acquis. On n'a pas le temps de faire ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est plus un round d'observation et de réaction. Le deuxième, on commence à mettre en place un petit peu sa boxe, sa stratégie, etc. Et le troisième, il dure, mais il s'étend de manière, on a l'impression que la cloche va jamais sonner. Donc voilà, ça c'est très, ça je m'y attendais moins. Voilà, donc comme deux sensations, évidemment, la sensation de puissance absolue et puis cette sensation de temporalité qui varie, alors qu'en réalité c'est le même nombre de minutes qui est compté. Ouais. Mais voilà, ça c'est très étrange et très Et puis, intéressant. on évolue dans le combat, donc le temps est apprécié Absolument. d'une manière différente. Absolument. Ok. Contre quoi et contre qui vous vous battez? Donc là, je parle bien à l'intérieur. C'est une question un peu personnelle, peut-être? Contre quoi et contre qui je me bats? Contre quoi? Contre la facilité. J'ai jamais été vers ce qui était facile. Mhm. Facile, ça veut dire aussi ce qui est acquis. Enfin, par exemple, je suis arrivée au deuxième dan d'aïkido, donc un grade au-dessus de la ceinture noire, Ouais. que j'ai passé au Japon d'ailleurs et pas en France. Hein. Je me suis fait 6 mois à Tokyo avec les Japonais, donc voilà, déjà là, je cherchais pas la facilité pour l'avoir. Et puis même si j'avais pas fait le tour de toutes les pratiques de l'aïkido ou de tous les principes de l'aïkido, j'avais envie de me mettre à l'épreuve dans autre chose, donc quelque D'accord. chose de nouveau qui me demanderait une mise à l'épreuve complètement nouvelle et pas seulement jouer sur les acquis que j'ai pu avoir. Donc ce contre quoi je me suis battue en premier en changeant de discipline martiale, c'est contre la facilité et contre les acquis. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le premier principe. Puis ça vaut d'ailleurs aussi pour la pensée. J'ai été chercher toute la pensée de la tradition juive parce que pour moi c'était la plus difficile. Il fallait apprendre la langue hébraïque, l'hébreu ancien, l'hébreu moderne. Voilà, j'ai pas été vers le plus facile, mais Non, c'est je ce vois c'est ce qui me demande le plus d'efforts et c'est ce qui me donne le plus de motivation. Ça c'est très personnel, mais voilà, je fonctionne beaucoup au défi, à la mise à l'épreuve et puis avec ce principe d'autodépassement de soi. Voilà. Faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui vous dise ça, tu peux pas le faire. Ah bah ça c'est la meilleure façon pour que j'y aille. C'est ça. Ok, je vois. Avec Jérôme, quand vous discutez philosophie de combat, est-ce que vous êtes sur le même niveau logique? Ou est-ce que vous arrivez à vous retrouver à un moment donné sur le même niveau logique? Alors évidemment, il n'a pas de formation en philosophie très, très poussée, ou du moins autant que la mienne. On n'a pas le même parcours là-dessus, donc il va avoir peut-être des intuitions sur certains points. Là où moi j'aurais le concept. Je vais par exemple mettre le mot sur quelque chose dont il a eu l'idée, le constat, la sensation, mais où il aura pas forcément le mot adéquat ou le concept adéquat pour le poser, le développer, le décortiquer. D'accord. Donc on parle beaucoup, on discute beaucoup, mais concernant les sports de combat, lui il a une expérience que j'ai pas et moi j'ai des concepts qu'il aura pas forcément. Donc ça se complète de ce point de vue-là. D'accord. Justement, ça va bien avec la question que j'allais vous poser maintenant. Quels sont vos liants
Donc là, je parle pas forcément sportivement parlant, je parle dans l'universalité, dans la vie de tous les jours. Quels sont vos liens? C'est-à-dire ce qui nous relie C'est ça. entre moi et Jérôme. Qu'est-ce qui vous connecte? Euh, Qu'est-ce qui vous lie? Ouais. Bah d'abord, je pense les mêmes exigences, hein. Lui aussi fonctionne de la même façon, avec cette forme d'entièreté dans ce qu'il fait. Là, je l'ai vu pour sa préparation du combat du 4, Ouais. du 4 juin là au Havre. Il est à 1000% dedans. J'ai jamais vu quelqu'un aussi concentré, avec des œillères aussi précises, aussi fermées. Voilà, là-dessus, on fonctionne de la même façon. Quand il y a une D'accord. exigence, il y a tous les sacrifices qui vont avec. Donc là-dessus, on a à peu près le même type de fonctionnement. Peut-être le fait aussi de s'être construit tout seul. Il est parti aussi très jeune au Japon tout seul, sans un seul encouragement pour sa pratique de la boxe. Mm. Moi, j'ai fait la même chose avec la philosophie et puis ensuite avec les arts martiaux. Ensuite, peut-être, troisièmement, le fait de n'appartenir à rien ni personne. Je pense qu'on est un petit peu des électrons libres, quoi, voilà. Lui, il a pas eu un seul professeur ou un seul club ou un seul partenaire de sparring. Il a voyagé, il a pris les choses un petit peu partout. Mhm. Moi, j'ai eu aussi cette liberté de faire les choses comme ça. Donc voilà, je dirais entièreté, exigence, sacrifice, liberté. Voilà, je pense que c'est ce qu'on a en commun, ouais, D'accord. de manière très, très profonde. Ok, ok, super. Alors, on va parler un petit peu de littérature. Vous êtes également écrivaine. Donc, je reviens brièvement sur Ainsi parlait Zarathustra. Donc, c'est votre livre préféré. Et vous dites, c'est un livre qui rend plus fort si l'on n'a pas peur des précipices de la pensée. Est-ce que ça... Alors, c'est ça, hein? Donc, tout à fait. Ok. Est-ce que ça veut dire... Alors, moi, je vais le... Attention, hein, moi, je le passe à la moulinette, le truc, et je vais en faire un truc pour débutants. Est-ce que ça veut dire que si l'on accepte de se déconstruire, on va encore mieux, tout simplement, se reconstruire? C'est un tout petit peu plus complexe que ça, je dirais. Voilà. Bien sûr. Bon, déjà, Vous êtes poli. pour simplifier la... Non, non, mais Nietzsche, bon, déjà, pour simplifier sa pensée, c'est très compliqué parce que c'est un penseur très foisonnant, très poétique, très littéraire. Il n'a pas écrit un traité de philosophie avec une hypothèse, un développement, une conclusion. Il ne recherche pas la vérité ou une vérité. C'est pas un philosophe très classique. Quand on lit ses œuvres, que ce soit Le Gai Savoir ou Ainsi parlait Zarathustra, c'est des discours, ça fonctionne par dithyrambe, par critique, c'est très poétique, très symbolique, très, très, très littéraire. C'est pas une œuvre de philosophie euh, stricte au sens conceptuel du terme, hein. C'est pas Aristote, hein, on en est très loin. Donc c'est très dur de résumer et de décortiquer une pensée qui est D'accord, hors contexte. très, très, très poétique et qui échappe un petit peu à l'exigence contextuelle qu'ont eu tous les philosophes de vouloir construire un système et puis d'arriver à une vérité. Ce qui intéresse Nietzsche, et d'ailleurs il le dit lui-même très clairement, la vérité ne m'intéresse pas, c'est la force qui m'intéresse. D'accord. Et c'est là où c'est un penseur de la force, ou moi je dirais plutôt de la puissance. C'est vrai que pour lui, il faut arriver à ce qu'il appelle la grande santé. Pas du tout à une vérité philosophique sur tel ou tel point, mais à une grande santé, c'est-à-dire à une pleine utilisation de ses forces et de ses capacités. Et pour ça, bien sûr, il faut en passer par l'expérience de la douleur, l'expérience de la solitude, peut-être l'expérience du sacrifice, et puis aussi par la fréquentation de pensées qu'il appelle des pensées dangereuses, comme la pensée de l'éternel retour, où par exemple on fait l'hypothèse eh bien, si notre vie telle qu'elle est devait recommencer à l'identique du point A au point B, est-ce qu'on la voudrait exactement point par point, heure par heure, jour par jour, épreuve par épreuve? Est-ce qu'on la voudrait exactement D'accord. l'avoir recommencé à l'identique pour l'éternité? Voilà. Bah, c'est ça le grand vouloir. Si on est capable de dire oui, je voudrais exactement ce qui est, et ben là on fait preuve de volonté. Évidemment, c'est très difficile. Il y a chez Nietzsche une expérience de la douleur et de la difficulté qui est à la fois de l'ordre de la pensée, à la fois de l'ordre de l'existence. C'est un grand penseur de l'existence et je pense que bon voilà, ça c'est un résumé un petit peu plus complexe, mais très rapide aussi. Un petit peu. En tout cas, il faut le lire. Et puis, comme il le dit lui-même dans ses principes premiers, je ne veux pas être compris, je veux être appris par cœur. Voilà, c'est un penseur Ok. qu'on lit, qu'on répète, qu'on lit à haute voix, qu'on chante, qu'on amène sur les chemins, qu'on amène jusqu'au bord du ring.
C'est D'accord. un penseur des précipices et ça se laisse pas lire tranquillement à la bibliothèque. Ouais, je comprends, je comprends. D'accord. Je vais aborder votre livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Donc, Mhm. celui-là, Cours de Oh, grâce ok. et de violence. Alors, en fait, Oui. j'avais prévu d'acheter L'Art du combat Mhm. et je me suis senti plus naturellement attiré par celui-ci, pour l'instant en tout cas. Donc, je Ouais. l'ai lu. Oui, Est-ce que je peux me permettre de vous donner ma définition et puis vous n'hésitez pas à me rentrer dedans ou à me corriger bien ou sûr, quoi que ce soit, ok? bien sûr. Merci. Alors, pour moi, c'est un peu l'amour d'une personne pour des lieux où elle se sent seule et où elle se sent bien. Là où les gens, enfin les protagonistes, véhiculent soit des ancrages positifs, soit de la tristesse jusqu'à la toute dernière page. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, Bien sûr que c'est une déclaration d'amour envers des lieux plus qu'envers des personnes, envers des disciplines plus qu'envers des gens. Hmm, Euh, mais ils sont là, ils constituent comme des petits. Enfin, j'ai vraiment essayé d'écrire ce livre comme des petites anecdotes, comme des petites photos, des petits clichés photographiques comme ça, avec du genre bah, tel jour à telle heure il s'est passé ça dans tel lieu. Voilà. Bien sûr, je l'ai écrit au Japon. C'est une grande déclaration d'amour hmm, au Japon. Je suis tombée amoureuse de Tokyo, du peuple japonais, de voilà, de cette île, moi qui viens d'une autre île. hmm. Et puis bien sûr que c'est comme la plupart des grandes amours, c'est un amour fait de beaucoup de tristesse et d'épreuves, oui. C'est sûr que c'est présent Hmm. dans le livre, mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Ouais, j'ai ressenti beaucoup d'amour, notamment peut-être beaucoup plus au départ avec la Corse, votre papa, cette maison de famille qui est très Mm. inspirante, qui donne beaucoup d'imagination. Et ensuite, Ouais. vous parlez beaucoup de solitude des Japonais, que ça se lit dans leurs yeux, que ça se voit dans leurs yeux. J'ai l'impression que la personne la plus éprise finalement de solitude dans ce livre, c'est vous, alors que peut-être c'est tout l'inverse, mais c'est ce que j'ai ressenti. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que dans ce livre, je parle aussi un petit peu de la Corse, de Calvi, de la maison de mon père où j'ai grandi. Parce que c'est vrai que en arrivant au Japon, je me suis pas sentie absolument euh, étrangère. Voilà, il y avait Ok. cette notion d'insularité ou d'île natale que j'avais très spontanément en commun avec le peuple japonais, qui se traduisait par beaucoup de pudeur. C'est peut-être ce qu'on avait en commun en Ouais. premier. Et la pudeur, oui, ça crée une forme de solitude La d'emblée pudeur. parce que il y a des choses, oui, il y a des choses essentielles. L'essentiel ne se dit pas, il se montre. Donc ça, le peuple corse et le peuple juif sont les rois du truc. Hein, au lieu de dire, enfin, c'est des choses qu'on n'entend jamais. Bravo, je t'aime, félicitations, je suis fière de toi. Non, ça ne se dit pas. En revanche, ça se montre. Et c'est toute la beauté de la chose, Ok. je crois. Que bien sûr, bien sûr, je me suis sentie seule à Tokyo, mais Ouais. seule dans des, c'était une expérience assez étrange de la solitude parce qu'on est seul au milieu d'une foule quand on déambule dans les rues de Tokyo. On est des centaines sur le trottoir, des milliers sur les voitures à côté. Et puis chacun est seul avec les petits yeux baissés comme ça face à son Hmm. trajet à faire. Il y a, je pense, l'expérience d'une solitude qui est partagée. Voilà, Ok. c'est peut-être très Ok. paradoxal, mais c'est très, très intéressant Hmm. à décrire, quoi. Ouais. Un point important, c'est que ben, l'art du combat, le point de départ, c'est en 2015 à Strasbourg que vous le découvrez. Vous pouvez revenir un Ouais. petit peu dessus? Bien sûr, je venais de finir mon doctorat de philosophie. Et puis évidemment, après avoir travaillé durant 4 années sur l'écriture de la thèse, j'avais besoin de faire travailler d'autres muscles que juste celui du cerveau. Donc je me suis dit, il y en a quand même 365 autres dans le corps, on va essayer de voir un Hmm. petit peu ce dont ils sont capables. Hmm. Je me suis tournée vers l'aïkido donc dans un petit club à Strasbourg où j'étais. Pourquoi l'aïkido? Parce qu'il y avait aussi la pratique des armes. Donc moi qui venais de Corse, quand j'ai vu qu'on apprenait à manier le sabre japonais, je me suis dit, bon, bah, Excellent. c'est pour moi. Donc voilà, et puis bah, j'ai commencé comme ça, quoi. Ok, ok. Excellent. Le sabre. Il y a aussi quelque chose qui m'a intrigué dans ce livre. C'est le nombre de lieux. Il y a environ 13 ou 14 destinations. Je les ai, Ouais.
plus ou moins à mémoriser. Il y a autant d'escales de vie à travers différentes époques. C'est déroutant parce qu'on s'attend à ce que ça parle que du Japon. Et finalement, à la fois, c'est aussi une bonne surprise, du coup. Pour quelle raison il y a un tel équilibre entre, dans ce livre, je parle, il y a un tel équilibre entre votre vie d'avant et celle passée au Japon qui est, du coup, beaucoup plus courte. Euh, Bien tout simplement parce que dès que j'ai commencé l'aïkido, j'ai commencé à suivre Christian Tissier, donc avec qui je pratiquais dans tous les stages qu'il faisait à l'étranger, donc il y en avait un tous les week-ends à peu près. Ok. Et j'ai beaucoup voyagé avec lui, donc toute ma petite paye de pro de philo passait dans les billets d'avion. Et et il y avait Chine, Singapour, la Norvège, l'Italie, la Grèce, enfin toutes sortes de destinations. Et pour moi, la pratique de l'aïkido a d'emblée été aussi l'expérience d'une liberté, celle de prendre juste son petit kimono sur le dos et puis prendre l'avion pour rejoindre le maître d'armes, voilà, à 4 heures de vol de là où j'étais. Donc c'était vraiment, je pense, la première expérience de liberté que j'ai eue. Voilà, prendre le sabre en bois sur le dos, le passer au truc d'avion et puis partir pour faire les stages d'aïkido. Donc voilà, je pense que l'aïkido était donc lié à la notion de voyage, d'exil, de se rendre de manière anonyme dans un lieu inconnu. Et voilà, c'était pas seulement la pratique en salle tous les jours, c'était de suite les voyages, et le billet d'avion, et les gares, et les aéroports, et les transferts, et les décalages horaires, et tout ça. Et donc, quand je me suis trouvée au Japon, finalement, c'était comme un stage beaucoup plus long, mais c'était en soi la même expérience d'exil, de liberté et d'anonymat. D'accord. Ok, ok. Ouais. D'accord. On va passer au moment détente. Votre chanson du moment. La chanson du moment. Bah peut-être la chanson corse qu'on a choisie pour l'entrée sur le ring de Jérôme. Yes. C'est moi qui lui ai proposé et puis il a fait un petit mix, voilà, Ouais. pour son entrée sur le ring. Donc c'est vrai qu'on l'a pas mal écouté ces temps-ci. Ok. C'est un chant polyphonique corse qui a été écrit par des bergers et c'est chanté par un jeune garçon. C'est une très très belle chanson, voilà, sur la solitude des petits bergers dans les montagnes en Corse. Et puis très émouvant. Et puis bah c'est vrai qu'il a choisi ça pour monter sur le ring, donc en MMA là demain. Et voilà, ouais, on l'a pas mal écouté ces temps-ci, donc voilà. Oh, c'est un beau clin d'œil. Sympa. Ouais, ouais. C'est cool. Votre série, film ou film du moment. Là, on est en train de regarder la série Téhéran, série israélienne. Ok. Voilà, donc on regarde ça, on en est à la saison 2. Voilà. Ok. Ok, je connais pas, ça parle de quoi? C'est une agente du Mossad qui se retrouve en mission à Téhéran et voilà, c'est fait de plein de petits entrelacs diplomatiques entre Israël et l'Iran. C'est plutôt bien fait et puis surtout il y a le plaisir de l'écouter dans la langue, donc on entend parler hébreu et perse et voilà, c'est une Ok. série plutôt bien faite quoi. Ouais. D'accord. Et votre livre de chevet? Ah ben Nietzsche hein, toujours. C'est vrai? Ah, toujours. Ouais. Ouais. Y a pas des petits livres, voilà, genre des romans, des trucs faciles à lire? Non. Désolée. Ok, ça va. Truc facile à lire. Moi qui évite la facilité. Non, pour le plaisir, puisqu'on évoquait le plaisir tout à l'heure, c'est vrai que le plaisir de la lecture en dehors de la philosophie, c'est quand même la poésie. Là, par exemple, comme on est un petit peu par rapport à la série qu'on regarde, la plongée dans la Perse et dans l'Iran, il y a la lecture des Roubaïat d'Omar Khayyam. Il était un grand poète perse, iranien. Ok. Puis je l'ai lu, c'est des tout petits poèmes de 4 strophes. Voilà, très, très, très joli, D'accord. très profond. Voilà. Ok, ok. Et pour vous, prochain combat ou prochain livre? Il y a du neuf qui arrive? Ouais, prochain combat normalement le 10 juillet au Cirque d'hiver à Paris. Ok. Donc ça s'approche, hein, on va reprendre les entraînements très 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 vite. Ah ouais. Et puis prochain livre, ouais, c'est en cours d'écriture, ouais. Ok. Ouais, c'est en cours On peut d'écriture. savoir de quoi ça parle ou pas? Bah évidemment toujours des arts martiaux, Ouais. mais aussi beaucoup de la notion de gloire éphémère, en D'accord. distinction avec la réussite. Voilà, D'accord. de petites distinctions philosophiques qui me semblent intéressantes, pas seulement pour la pensée philosophique, mais aussi pour la pratique martiale. Donc voilà.
Ok, super. Maintenant, c'est l'heure de l'anecdote. Tout le monde y passe. Et je vous avais demandé de préparer une petite anecdote. Ouais. J'attends ça. Ah ben, l'anecdote, forcément, quand vous m'avez demandé, j'y ai pensé par rapport aux actualités qui sont les miennes. Et puis, malheureusement, il y a quelque temps, j'ai appris que mon maître de sabre au Japon, que j'ai suivi dans la province de Saitama, dont j'ai écrit quelques pages dans mon petit livre que vous avez montré tout à l'heure, Jour de grâce et de violence. Il va pas très bien là-bas au Japon. Il est malheureusement très, très malade. Donc, j'ai pensé à lui ces derniers temps. Et c'est vrai que si je devais rapporter une anecdote sur la pratique martiale et sur le Japon, ce serait quand je l'ai vu pour la première fois dégainer le katana. Vraiment, c'était dans un tout petit dojo dans la province de Saitama. Il y avait que des Japonais, j'étais la seule occidentale, la seule femme. Moi, la pratique du sabre, c'était encore très, très nouveau. Et le voir faire ce geste de manière absolument... c'était plus de la vitesse, c'était de l'accélération. Et ça se passait à une telle... c'est pas descriptible à l'œil nu, on voit pas le sabre sortir du fourreau. Il n'y a pas un avant, un pendant et un après. C'est pas un geste qu'on peut décortiquer. C'est vraiment de l'ordre de la soudaineté pure, de l'arrivée pure. C'est quelque chose qui advient, c'est pas quelque chose qui se fait. Et c'était vraiment un dégainement de sabre absolument. Enfin, on entend le bruit avant qu'on ait eu le temps de voir le sabre qui était sorti. Donc ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit, ah ben, j'ai vu de mes propres yeux, même si ça va trop vite pour les yeux, j'ai vu de mes propres yeux un geste absolument parfait, quoi. D'accord. Et du coup, ça restera gravé. Ouais, ça, je m'en souviendrai. Ouais. Ok, sympa. Bon, bah, j'espère que ça va aller mieux pour lui. Est-ce que vous avez un dernier mot avant les dédicaces? Un dernier mot. Peut-être une phrase de Nietzsche, justement, que j'ai en tête en ce moment, qui dit la chose suivante. L'âme n'est qu'une chose qui appartient au corps. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir en tête, ou en tout cas que moi j'ai en tête, parce que quand on travaille autant avec l'esprit qu'avec le corps, ben, on cherche forcément les points d'accord entre les deux, et peut-être qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre le mental et le physique, entre l'esprit et le corps, et je pense que il y a certains penseurs en philosophie qui ont eu cette intuition-là, Nietzsche en premier, mais aussi Bergson, Leibniz, voilà, toute la relation entre le corps et l'esprit, c'est évidemment ce qui m'intéresse en ce moment. Voilà, donc ouais, cette petite phrase, voilà, je Vous dirais. pouvez la répéter? L'âme n'est que quelque chose qui appartient au corps. Ok, merci. Est-ce que vous avez des dédicaces? Des dédicaces. Ouais, des petites dédicaces. Bah, mon père en Corse, qu'il s'inquiète pas pour les combats. Mon petit nez restera bien en place, hein, c'est ce qui l'inquiète le plus. Ok. À Jérôme, évidemment, merci pour la transmission, les entraînements. À tous mes professeurs de philosophie, évidemment, un grand merci aussi, parce que on prend trop la philosophie pour quelque chose qui est de l'ordre du bien-être. C'est un peu remplacé maintenant par le développement de soi, ce type de choses. Non, il faut savoir que la philosophie, c'est une grande exigence et une grande difficulté de l'esprit. Il y a aujourd'hui des grands professeurs qui sont à la fois professeurs de philosophie et philosophes, et ils sont pas assez vus dans les médias. C'est pas eux qu'on entend sur BFM TV, on les voit pas. Voilà, mais ils écrivent des choses absolument incroyables. Donc à tous mes professeurs de philosophie, à mon directeur de thèse, Ali Ben Maklouf, Franck Fischbach, Gérard Benfessant, Jacob Rogozinski, Raphaël Orlizaguri, tous mes rabbins aussi que j'ai fréquentés en Israël, et exactement le même grand merci. Et puis dédicace, avec qui d'autre, ma petite grand-mère en Corse, Yes. la maman de mon papa, voilà, qui chaque fois qu'elle voit une vidéo de moi en aïkido ou en boxe, elle dit rien mais elle sourit. Voilà, je crois que c'est la plus belle des choses, quoi. Voilà, il n'y a pas de mots, mais il y a un grand sourire sur son beau visage, et voilà. Cool. Donc, ma grand-mère. Ouais. C'est une belle image. Bah ouais, dédicace à tout ce beau monde. Vos dédicaces sont terminées? Oui, Ok. c'est tout. Dédicace à tout ce beau monde. Je dédicace aussi les auditeurs. Merci pour le soutien. Dédicace à monsieur Jérôme Le Banner qui combat demain.
Vous allez la peser ensemble, c'est ça? Ouais, là tout à l'heure c'est la pesée, demain c'est le ring. Yes. Je me fais pas trop de soucis, on est plutôt Ah, c'est cool. hâtif et confiant. Ouais, Ok, ça c'est va. cool, c'est cool. Bah, dédicace à vous aussi, Coralie Camille. Je vous remercie Merci. beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Et même si c'est pas votre priorité, je vous souhaite quand même de prendre beaucoup de plaisir dans ce que vous entreprenez. Et continuez Merci d'ouvrir des beaucoup. portes et d'explorer. C'est passionnant à suivre. C'est comme ça. C'est Bah, super. merci à vous et puis merci pour vos questions qui ont été pour le coup un vrai plaisir parce que très précises, beaucoup de lectures très fines de ce que j'ai bah, écrit c'est et cool. c'était très plaisant de discuter de tout ça avec Oh vous. bah, Salut merci. à tous les auditeurs et puis à très vite j'espère. Oh bah ça c'est cool. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, même C'est Club, vrai. c'est terminé. N'oubliez pas d'aller mettre les 5 étoiles Spotify, Apple Podcast, le favori sur Deezer, le pouce en l'air sur YouTube. On n'oublie pas, on se retrouve très vite et comme d'habitude, comme le veut la tradition, je vous fais des gros bisous. Ous. Et voilà. Et oui. Et os.